La place à Mireille Chris maintenant, parce qu'on va parler cinéma, qui est une autre aventure de cette biennale, puisque effectivement ça se conjugue aussi de cette façon. Olivier Bosson, donc vous êtes réalisateur et donc vous allez faire un film ici qui n'est pas encore tourné, mais tous les préparatifs sont prêts pour la présentation de la biennale. Alors on disait tout à l'heure laisser place aux imaginaires, liés au travail du futur. Alors racontez-nous un petit peu votre projet de film. J'ai l'impression que je pourrais tout à fait poursuivre sur ce que disait Fabrice Poncet, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments communs, en fait, je trouve, à l'écouter. Avant de parler même de ce que raconte le film, je pense que la manière de fabriquer le projet est vraiment plus caractéristique encore que ce que le film va raconter dans ses histoires. Le film se présente un peu comme une sorte de champignon social qui viendrait pousser à Saint-Étienne, puisqu'on a agrégé autour du film vraiment beaucoup de gens. Là, on a fait des castings, on a recruté plus de 400 personnes. Puis on a une équipe temporaire, tout ça fait un groupe, je sais pas, quand on est 400, après on doit être 450 en tout, y compris le bureau d'accueil des tournages. Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'implique. Jusqu'à Mireille qui est l'assistant réalisateur que j'ai recruté à Saint-Étienne. Parmi d'autres personnes. Mireille, racontez-nous comment ça s'est passé avec justement ce casting-là, 300 personnes, 400 personnes à voir, à recruter. C'est une véritable entreprise. Oui, totalement. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un succès, à avoir autant de personnes. Notamment le premier jour du casting au Méliès, on a juste été submergé par le nombre de personnes qui étaient vraiment prêts à se jeter dans l'aventure avec nous. Et c'est vrai que c'était pas mal, mais c'était cool parce qu'on pouvait vraiment rencontrer différents types de personnes. C'est-à-dire que ça a été vraiment... on a rencontré plusieurs couches sociales de personnes, et il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait vraiment... Et c'était... quand même, ça présageait d'une bonne énergie pour la suite du tournage. Et justement, vos critères pour choisir les gens, c'était quoi? C'était leur rapport au travail, ou bien leur imaginaire, ou leur gueule? Non, c'est encore autre chose. Je considère que c'est un point de vue un peu spécial sur le cinéma. Mais je pense que le cinéma, pour moi, c'est un art qui est très ouvert, au sens où le regard qu'on porte sur les films, c'est pas un regard qui est très clivant, quoi. C'est-à-dire que les gens sont habitués à ce que dans les films, il peut se passer des situations qui leur plaisent pas, mais ils pensent que c'est normal qu'on montre ces situations. Alors que dans d'autres formes d'art, c'est plus difficile à admettre. Et je trouve aussi que dans les films, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quelqu'un qui n'a jamais fait de sa vie partie d'aucun film peut se révéler être un très bon acteur. Donc pour répondre à votre question, là, je pense que le critère principal pour moi, c'est un critère de compétence vis-à-vis de la possibilité de jouer dans un film. Et vous cherchez dans le jeu d'acteur plutôt le naturel, ou bien vous cherchez ceux qui sont capables d'être acteurs, c'est-à-dire d'évoluer vers véritablement jouer des rôles, quoi? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Il faut nous expliquer ça, alors. Non, c'est-à-dire que je pense que les films que je fais on se caractérisent peut-être par un rapport spécifique au langage, et j'ai l'impression que c'est par là même que ça rejoint les problématiques du design. C'est-à-dire que je suis assez sensible au fait que dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de formes de langage qui sont des formes de langage extrêmement codées, qui sont presque des scripts, des phrases comme je vais se voir avec ma collègue, qui est une petite phrase comme ça. C'est presque, je sais pas ce que t'en penses, c'est presque un objet de design. Voilà, il y avait l'autre jour, j'ai entendu la sortie, ce sera par là. Pour moi, donc ce genre de choses m'intéresse beaucoup. Et il y a des gens qui sont plus ou moins capables eux-mêmes d'avoir une affection vis-à-vis du fait de recycler ou de reciter ou de resituer des langages. Et en général, pour moi, ça commence à être des gens vis-à-vis desquels j'ai de la sympathie et de l'intérêt pour travailler. Mireille Chris, alors justement, vous leur demandez quoi? De raconter leur expérience du travail, ou vous leur dites que de futuriser, de penser ce que pourrait être le travail dans l'avenir? Quelle est votre demande par rapport aux gens que vous avez recrutés? Je crois qu'on leur a pas vraiment demandé ça. On les a surtout fait jouer des scènes, et c'était surtout de voir comment ils réussissaient à habiter justement certaines phrases, ou dans leur intonation, ou dans leur façon de paraître, parce que certaines personnes ne sont justement pas forcément acteurs de métier, mais elles peuvent extérioriser quelque chose qui peut paraître beaucoup plus vrai que peut-être un acteur entraîné qui aura tendance à avoir appris à rigoler, ou à en faire trop, quoi. à en faire trop, Ouais. voilà.
Alors, est-ce que c'est pas plus facile de brocarder l'existant que d'inventer des imaginaires du travail? Sans doute que si. À voir ce qui est constaté, comme je pense que tout le monde serait d'accord. On sait très bien qu'on a tous besoin dans la vie de dire du mal de nos chefs, hein, donc de dire que au boulot ça va pas, etc. Même des subalternes. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. En fait, disons que le principe du film, moi, c'est plutôt que c'est une fiction. Donc, j'ai organisé une fiction assez vaste où j'ai écrit petit à petit en préparant le film ici, enfin avec diverses sources d'informations, en tenant compte de la ville de Saint-Étienne. Peut-être je peux dire 2-3 mots sur le titre du film. Est-ce que oui, oui. Donc c'est une grande fiction d'Annecy dans lequel il y a plusieurs histoires qui se croisent. Il doit y avoir peut-être 10 personnages principaux. Et en fait, leurs histoires sont entrecroisées, ce qui fait qu'autour de ça s'agglomèrent encore bien d'autres personnages. Et effectivement, il y a un côté collection de situations, mais il y a des trames narratives qui traversent tout ça. Après, j'ai appelé le film d'Annecy parce que il m'a semblé que peut-être la mutation du travail parmi tout ce qu'on pouvait envisager qui était la plus visible pour moi, c'était le fait que tout devenait absolument imprévisible. C'est-à-dire que, y compris dans la loi travail, le côté que le contrat à durée indéterminée soit maintenant résumé à 3 mois, je pense que pour pas mal de monde, c'est des changements radicaux quoi, de société. Et du coup, cette imprévisibilité, en plus, elle se connectait avec des histoires de gens qui montent et qui descendent quoi, dans les hiérarchies. Donc il y avait ce côté très d'Annecy, et qui par ailleurs trouve un intérêt assez important à Saint-Étienne, qui est une ville qui, par sa géographie et son mode de développement à l'intérieur de cette géographie, nous incite à traiter le rapport au paysage dans le film comme des choses qui accompagnent le sens des histoires, quoi. C'est-à-dire que vous allez utiliser le passé industriel de Saint-Étienne, c'est-à-dire Saint-Étienne un peu germinal quand même, puisqu'il y a les mythes de charbon, il y a tout ce travail ouvrier qu'on connaît depuis très longtemps. Vous allez utiliser cette réalité stéphanoise depuis très très longtemps. Alors ça un petit peu, parce que c'est vraiment une des caractéristiques de la ville comme personnage, quoi, si on peut dire. Mais plus ce qui m'intéresse encore, c'est le fait de voir comment il y a certaines parties de la ville qui sont plates, et dans laquelle on peut envisager des projets, je sais pas, les PAS, enfin les établissements publics d'aménagement. Donc il y a une partie plate, et puis il y a une partie qui est clairement adossée au massif du Pilat, qui est une autre nature. Et dans la ville, il y a pas mal de transitions, ce que je trouve très très intéressant, ça fait une densité de paysages rare. Il y a pas mal de transitions entre des zones très pentues, des zones où on a une très très large vue, et où il y a du panoramique, puis des endroits qui sont tout en bas et un peu coincés. Et donc on sent que les lieux racontent facilement quelque chose, quoi. Ouais. Olivier Péricot, vous avez, en tant que responsable de la Biennale, commandé ce film, eu l'idée de confier ce projet-là. Qu'est-ce que vous attendez de ce film ? Ce qui m'intéresse dans le travail d'Olivier Bosson, c'est ce travail déjà avec les amateurs, ça qui est la chose la plus visible et la plus compréhensible, qui nous intéressait beaucoup parce que les pratiques amateurs justement aujourd'hui percutent les pratiques professionnels de partout. On a une capacité à devenir expert de quelque chose très facilement. On devient guichetier pour la SNCF quand on réserve son train sur un site internet. On devient de plus en plus des acteurs d'autres métiers que le nôtre. Et donc là, la fiction du travail chez Olivier Bosson, c'est parfait parce que là, on va avoir que des gens qui vont incarner quelque chose d'autre, comme une espèce de passage assez normal finalement d'un quotidien où on joue l'acteur, on joue plein de métiers, puis d'un seul coup là on devient acteur et en plus on joue un métier dans le film. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis c'est aussi pour nous une façon d'utiliser la Biennale et la ville de Saint-Étienne comme un décor de cinéma. Ça c'est très important pour la ville et pour la valorisation de ce qu'on fait. Ça raconte des choses qui vont au-delà de la Biennale, qui vont se déployer en 2018. Le film sera visible à ce moment-là. Et en fait, les habitants auront un autre rapport à cette question des mutations du travail. Et ça va nous permettre, nous, de ne pas faire juste des biennales one-shot avec comme ça une intensité pendant un mois, mais quelque chose qui s'intensifie sur une année beaucoup plus, avec beaucoup
plus de rencontres. Et puis quand on a 400 acteurs, on a 400 familles derrière aussi, qui sont impliquées finalement dans une question de création. Et ça c'est aussi super important, parce qu'on est dans une ville créative, et ça ressort grâce à ce genre de film. Ça fait beaucoup de monde qui est touché par le film. On a l'impression que vous prenez plaisir dans cette biennale à décoiffer le monde du travail, en fait, puisque on a été dans une de ces émissions ici sur le plateau d'Orange. On a parlé justement du musée de la mine et des installations donc contemporaines qui ont été faites là-bas, des films qui sont montrés là-bas. On a l'impression que pour vous, il faut faire évoluer Saint-Étienne à vitesse grand V, en fait, et que cette idée du travail là rejaillit sur toute la ville, quoi. Je crois que c'est important de mettre ce sujet en débat et d'y amener des outils pour en débattre. Donc des fictions, des capacités à raconter des histoires, comme dans les films, des imaginaires qui sont assez incroyables. Justement, l'histoire des petites phrases qu'on attrape et avec lesquelles on fait une matière de film. Ces petites phrases, elles structurent notre quotidien et elles sont présentes dans notre travail. C'est un débat qui touche l'ensemble d'une société. Il y a des technologies qui vont extrêmement vite, qui font qu'on va automatiser énormément de choses. Si on ne s'approprie pas la technique dans le cadre d'une biennale du design, on perd une occasion énorme de s'émanciper par rapport à cette technique, ou du moins de prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver. Et donc c'est vraiment l'objectif de cette biennale, et je pense que ce sera le cas dans les biennales aussi à venir, mais c'est de prendre des sujets de société et d'en démontrer vers un grand public un certain nombre de composants qui viennent de la technique pour la plupart, et dont le design est un des acteurs. Et ça, le design est d'une responsabilité énorme par rapport aux mutations du travail, puisque les interfaces sur lesquelles vous travaillez, qui modifient complètement ce rapport à l'outil, c'est un travail de pur design. Et peut-être il n'y a rien qui a changé plus le travail que les smartphones aujourd'hui. Et c'est vraiment un travail d'intégration, de subtilité, de design entre différents types de supports, et on passe indifféremment d'un texto à sa copine à une réponse à un mail professionnel. Olivier Bosson, justement, dans le film, parce qu'on s'imagine toujours les films comme on faisait à Hollywood, avec des grosses caméras, etc. Là aussi, il y a une mutation du travail. On ne fait plus les films maintenant comme on faisait il y a 10, 20, 30 ans. Bon, en tout cas, il y a la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment dire, le cinéma poursuit dans son... Presque enfin, je sais pas, il y a un côté de roue libre, ça va mettre 50 ans avant que les choses s'actualisent. Moi, c'est vrai que je fais un cinéma qui est peut-être un peu une zone... Je m'intéresse à ça comme à une zone de recherche, quoi. Donc, je fabrique des films qui sont un peu des prototypes et qui peut-être épousent pas mal la manière qu'on peut... ou recherchent vraiment la manière qu'on peut avoir maintenant de faire des films. Notamment, bon, il y a vraiment beaucoup d'effets de miniaturisation, et puis on peut... de toute façon, il y a une pratique. Enfin, moi, une des choses qui m'a le plus marqué depuis longtemps vis-à-vis des caméras, c'était que je crois qu'en 1984, il y avait 35 000 caméras en France. C'est des vieilles stats. Hein. Et que 10 ans plus tard, il y en avait 3 millions. Et je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais j'imagine qu'il doit être 400 millions. C'est-à-dire que c'est une race. Si on prend la caméra comme une race, c'est le délire, quoi. C'est un succès délirant. C'est délirant. Donc on ne peut pas penser que le cinéma d'il y a 30 ans ait grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui, rien que pour ce fait que tout le monde fait Skype. Je sais pas, tout le monde, Ok. voilà. Olivier Bosson, restez avec nous. On va changer de thème maintenant. Mireille Chris, merci d'avoir été sur le plateau avec nous. On va faire revenir Fabrice Poncet pour parler design et entreprise une fois de plus. Parlons recherche, Olivier Péricot. La Cité du Design donc, est un vaste laboratoire. Ici, on forme les créateurs de demain, en fait. Oui, alors la Cité du Design comprend une école d'art, d'une part, qui donc a elle-même des laboratoires de recherche, un post-diplôme qui fait de la recherche, d'ailleurs qui est responsable d'une des expositions. Et on les a reçus ici. Voilà. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle Cité du Design. Alors on a un peu le même nom pour tout. Là, on retrouve un centre d'innovation et de recherche, donc où la recherche est effectuée avec des designers professionnels, de temps en temps associés à des universitaires ou à des étudiants. Et donc là, on travaille vers des marchés qui sont des marchés professionnels ou de la commande publique avec voilà.
Et pour vous, cette biennale, c'est un extraordinaire champ d'expérience quand même pour les élèves, mais aussi pour même les entreprises, on l'a vu tout à l'heure. Oui, on a fait un choix très fort sur cette biennale de dire c'est une biennale qui va nous permettre de traduire un certain nombre des activités de la Cité du Design et de l'école. Donc on a mélangé aussi bien des réalisations d'étudiants que des réalisations de professionnels, parce que quand un projet d'étudiant est de bonne qualité, c'est très intéressant qu'il se confronte à ses pairs et qu'il puisse comme ça rencontrer un public au même niveau qu'un professionnel. On a de l'autre côté de la présence de la recherche qui est très forte sur cette biennale, où on a essayé de faire une traduction vers le grand public des grands enjeux de la recherche, parce que c'est ce que je reviens sur cette question, mais tout va très vite, et donc les labos de recherche aujourd'hui sont à la pointe de ces innovations et essayent de porter des regards critiques sur ce qui est en train de se passer avec les technologies. Et il ne s'agit pas de se faire refiler des technologies qui vont nous handicaper plus tard demain, ou qui vont créer des tensions sociales très fortes. Aujourd'hui, on voit qu'avec le nucléaire, on a eu quand même on a un retour en arrière sur une technologie qui nous a emmené très loin dans un risque pour notre société. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut que la recherche opère à des endroits où la technologie va très vite. Et on le voit, on a les labos de chez Orange, par exemple, qui sont présents, mais qui sont là et qui questionnent des formes de manière assez surprenante. Ils sont peut-être des formes qui n'auraient jamais été questionnées dans les entreprises il y a quelques années de ça. On va avoir beaucoup d'entreprises qui vont venir tester des produits auprès des visiteurs. Ça s'appelle les labos mobiles. Et quand on fait ça, en fait, nous, ce que les entreprises rencontrent les usagers. Et alors, des fois, ils disent « Ah, mais j'en avais jamais rencontré, en fait. » Et donc là, ils rencontrent monsieur et madame tout le monde qui passent du temps sur leur stand à faire des expérimentations qu'eux proposent. Et c'est assez amusant, parce qu'il y a vraiment une prise au sérieux de la technologie par le public. Et le design, il fait ce rôle de médiation depuis toujours. Il était chargé de rendre la technologie acceptable pendant un temps, mais aujourd'hui, il est chargé de questionner la technologie. Alors Fabrice Poncet, comment se passe ce travail, la recherche et industrie justement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes demandeur? Est-ce que ça vous permet de progresser? Je crois que je vais retourner la question à Olivier, parce que je ne sais pas bien vous répondre. On est une entreprise qui est plutôt artisanale et on n'a pas d'activité qui soit vraiment de la recherche. Il y a quelques ébénistes en France qui font un travail un peu plus de recherche pour pousser un peu la question du matériau dans ses retranchements. Mais notre activité, elle est essentiellement artisanale. D'accord. Et vous, la recherche, en fait, ne vous interpelle pas, quoi. Vous n'avez pas envie de changer, de maîtriser le bois de façon différente? Non, je crois que la recherche qui nous intéresse le plus, c'est la recherche-action sur le plan social. Voilà, c'est comment construire l'entreprise avec les personnes. Davantage que de rechercher comment on va travailler le bois autrement. Et je crois que c'est une préoccupation de la Biennale aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de design, mais le travail, c'est vraiment vu comme un tout. Oui, mais je suis complètement en phase avec ce que dit Fabrice. C'est vrai que la recherche, c'est pas forcément le dernier matériau, le dernier cri. C'est vraiment les questions sociales, structurelles de la société. Ça fait partie des questions qu'on peut porter dans le design. Et on s'y intéresse beaucoup. Nous, on travaille sur des questions d'organisation, sur comment on devient une société de service. Le service, ça veut dire comment on inclut les usagers. Est-ce qu'on est là juste pour leur piquer leur data, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de construire quelque chose qui est assez équitable. Donc il y a toutes ces questions qui se posent en ce moment. Et derrière ça, il y a toujours en ligne de mire l'usager, la dimension sociale du projet. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, une entreprise qui a un projet social, pour nous, c'est une entreprise qui fait de la recherche. C'est-à-dire quand elle commence à être sur quelque chose d'assez pointu, du partage de la valeur, d'essayer de tordre le fonctionnement traditionnel dans l'entreprise pour faire rentrer d'autres types de personnes au cœur de l'entreprise. Ça, c'est vraiment, pour le coup, hyper expérimental. Et c'est bien de voir que ça existe ici. Et nous, on essaie de montrer ça. C'est-à-dire que là, on a raconté des histoires sur des entreprises où les entrepreneurs étaient des fous de leurs produits. Ils inventaient parce qu'ils étaient
fanat de montagne. On voit des chaussons d'escalade. Il n'y a que quelqu'un qui fait de la montagne à fond qui peut faire des chaussons comme ça, avec une telle, d'avoir l'idée d'associer des matériaux qui vont pas du tout ensemble. Il arrive à les coller à la fin. Ce sont des manières de voir le monde complètement différentes. Et alors, je vais conclure avec ça, mais le design, ça veut dire projet, ce mot anglais. Ça dépend comment on le regarde, mais un projet, ça peut être un projet social, ça peut être un projet de vie. Et nous, c'est comme ça qu'on le voit à Saint-Étienne. On a réinventé ce mot-là et on l'a sorti de sa question uniquement d'esthétique, qui fait partie bien sûr de nos problématiques, mais qui est, disons, dans l'ADN du designer. Il est capable de bien dessiner au départ, mais maintenant on essaye de travailler ce mot-là pour lui faire dire quelque chose de plus, quoi. En gros, quand on design un bureau, c'est qu'on pense au salarié qui va travailler dans ce bureau et qu'on lui fait un environnement qui soit le plus favorable possible. C'est un petit peu ça, c'est une préoccupation. Oui, et la manière dont aussi les autres personnes vont interagir avec cette personne. Est-ce qu'il y a une expo hyper intéressante sur les tiers-lieux, hein, avec une grande cartographie qui m'a beaucoup marqué, le tiers-lieu qui va de la zone à défendre de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes jusqu'aux incubateurs d'entreprises, avec des multitudes de lieux. Donc ça va bien au-delà de la personne seulement qui est dedans. Ouais.